Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu présent pour assister à la conférence que va prononcer Marie-Claude Arnault sur le mathématicien Jürgen Moser. Je vous rappelle que cette conférence s'inscrit dans un cycle intitulé Un texte à un mathématicien, qui en est à sa 12e édition et qui comporte 4 conférences par an. Cette conférence, donc donnée ce soir par Marie-Claude Arnault, étant la 2e de la saison. J'en profite également, avant de laisser la parole à David Harari, qui va vous présenter un peu plus longuement la conférencière de ce soir. J'en profite pour saluer les partenaires, nos partenaires de cette manifestation, donc qui sont France Culture, Animat, la revue Tangente et la région Île-de-France. Voilà, j'allais oublier. Merci encore et bonne conférence. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 2e conférence de l'année du cycle Un texte, un mathématicien. Comme toujours, j'aimerais remercier la BNF avec qui nous avons toujours un très très grand plaisir à travailler. Et puis, je voudrais particulièrement remercier le lycée Sainte-Louise qui a envoyé une classe pour cette conférence. Comme vous savez sans doute, les sorties scolaires continuent à être extrêmement restreintes après les événements tragiques de novembre, ce qui nuit un petit peu à notre cycle. Donc merci encore beaucoup à vous tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Claude Arnault, qui est professeure à l'Université d'Avignon et membre senior de l'Institut universitaire de France. Marie-Claude Arnault a dirigé le laboratoire de mathématiques d'Avignon. Elle est également membre du conseil scientifique de l'Institut des sciences mathématiques et interactions du CNRS et du conseil scientifique de la Société mathématique de France. Alors, ses travaux portent sur la géométrie, les systèmes dynamiques, également la théorie ergotique. Et ils ont été récompensés en 2011 par un prix de l'Académie des sciences et en 2010 par une invitation au Congrès international d'Hyderabad. Alors aujourd'hui, elle va nous parler d'un très grand mathématicien contemporain, Jürgen Moser, qui s'est notamment intéressé à des questions de systèmes dynamiques et de mécanique céleste. Et elle va nous expliquer comment ces travaux peuvent avoir une influence sur des questions assez diverses, aussi bien la stabilité du système solaire, éventuellement à très long terme, et également sur les accélérateurs de particules. Jürgen, elle est au Camac, Madame Marie-Claude Arnault. Bonsoir et merci d'être venu m'écouter. Parler donc de Jürgen Moser que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'étais encore étudiante en thèse. Et quand j'ai commencé ma thèse, d'ailleurs, j'ai commencé par étudier un de ses articles qui n'est pas l'article dont je vais parler ce soir. Je vais parler d'un article qui est un peu plus facile à expliquer et puis qui reflète mieux, je pense, à la fois ses contributions fondamentales en système dynamique, sa façon de faire les maths, sa façon de les transmettre. Et cet article, en fait, je l'ai découvert parce que la fille de Jürgen me l'a envoyé et j'ai trouvé que vraiment ça correspondait tout à fait à ce que je pensais, ce qu'on pouvait penser de lui. Donc je vais commencer par évoquer un petit peu sa vie. Et après, je passerai au texte en question. Donc, Jürgen Moser est né en 1928, 5 ans avant l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Il est né en Prusse, à Königsberg. Alors, peut-être les lycéens ont entendu parler de Königsberg parce qu'il y a un fameux problème de maths sur trouver un chemin qui passe une seule fois sur chaque pont dans la ville, donc qui se résout avec de la théorie des graphes. Donc il est né 5 ans avant l'arrivée des nazis, et puis quand il a l'âge de 10 ans, en fait, on demande à ses parents de l'envoyer dans une école pour l'élite, pour former l'élite nazie de la nation, et ses parents refusent, en comprenant le risque de ceci, et bon, il va au lycée de Königsberg, et jusqu'à 15 ans, où là, vraiment, il y a une influence sur sa vie, puisque toute sa classe est en relais de force
dans les défenses antiaériennes. Et en fait, tout ça n'est pas extrêmement efficace puisque la ville est détruite au bout de 2 nuits de bombardement et tous les élèves de sa classe, à part 3, meurent, et son frère aîné aussi. Et après, c'est une période assez difficile, hein, de faim jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, Königsberg va passer aux mains des Russes, va changer de nom, va être bâti. Et Moser se trouve en zone britannique et ses parents sont, eux, dans la zone allemande. Donc là encore, il se passe pas mal de choses, puisqu'il veut les rejoindre, il est capturé. Il est emprisonné pendant une quinzaine de jours, puis il arrive à s'échapper, à retrouver ses parents. Donc il finit ses études secondaires en zone russe. Et après, il souhaite entrer à l'université. Et là, on lui refuse l'entrée parce que ses parents ne sont pas paysans. Enfin, son père était neurologue. Et du coup, il décide d'aller étudier dans la ville de Königsberg. Donc il part de... Alors ça s'appelle Kaliningrad, là. C'était Königsberg avant. Et il va à Göttingen, donc une ville fameuse universitaire allemande, muni d'une recommandation de son professeur de mathématiques pour le directeur de l'Institut mathématique de Göttingen, Franz Relisch, pour étudier les mathématiques. Et en fait, la situation à Göttingen est assez difficile aussi. C'est surpeuplé. C'est difficile de trouver un logement et en gros, pour trouver un logement, il faut être étudiant et pour pouvoir s'inscrire, il faut avoir un logement. Heureusement, Franz Relisch l'aide, il l'aidera aussi après à se nourrir et il le prendra en thèse. Et donc, Moser fait une thèse sous la direction de Franz Relisch sur la théorie spectrale des opérateurs différentiels, dont je ne vais pas parler parce que moi, je vais plutôt parler d'un aspect de son œuvre qui concerne les systèmes dynamiques, parce qu'il avait un spectre mathématique assez large. Et par contre, pendant la période où il est à Göttingen, là, où il fait sa thèse, il arrive à un événement important qui a un rapport avec les systèmes dynamiques, c'est le retour de Carl Siegel. Carl Siegel qui avait commencé à travailler en astronomie, qui avait une vision assez pessimiste de la vie, qui disait qu'il avait fait de l'astronomie parce que c'était pour être assez loin du monde, mais qu'il avait ensuite découvert que les mathématiques étaient encore plus loin. Et du coup, il s'était tourné vers les mathématiques. Mais Siegel garde un intérêt pour l'astronomie et il transmet cet intérêt à Jürgen Moser. Voilà. Alors après, Moser obtient une bourse d'excellence pour se rendre aux États-Unis dans un institut mathématique, alors qui ne s'appelait pas à l'époque l'Institut Courant, hein. Donc un institut de mathématiques et mécanique à New York qui avait été fondé par Richard Courant. Alors Richard Courant était le directeur de Göttingen en 1934, qu'il avait dû fuir, hein, et il avait fondé cet institut qui était l'un des plus renommés aux États-Unis, l'année où Jürgen Moser y va, dans le domaine surtout des maths appliquées, des équations dérivées partielles. Donc Jürgen arrive avec à cet endroit et il impressionne beaucoup les mathématiciens, et en particulier le mathématicien Peter Lax dit de lui: nous réalisâmes qu'il était vraiment spécial, un prince parmi les hommes, un chevalier dans son armure étincelante. Il avait toutes les qualités d'un Allemand, il travaillait dur, aimait les sports de plein air, la beauté, la musique. Il était un excellent camarade, il aimait l'aventure et testait sa puissance. Il avait une grande confiance en lui. D'ailleurs, il y a plusieurs anecdotes qui expriment que tout le monde pensait que Jürgen Moser était un peu
indestructible et un roc. Alors, je vais un petit peu juste donner quelques jalons de sa vie. Je ne vais pas passer toute sa vie en revue. Alors, il revient un an en Allemagne parce qu'il avait promis à Siegel d'être son assistant, mais il repart très vite épouser la fille de Richard Courant. Et il reste aux États-Unis, principalement à New York, mais pas uniquement, jusque dans les années 80. Il obtient la nationalité américaine en 1959. Après, il partira en Suisse diriger l'Institut de recherche mathématique à Zurich. Et puis, comme fait marquant, il a été président de l'Union internationale de mathématiques, qui est en gros la Société mondiale des mathématiciens, et dont la tâche essentielle, l'une des grandes tâches, c'est d'organiser le congrès international qui a lieu tous les 4 ans, congrès qui réunit des milliers de mathématiciens et durant lequel on remet des médailles Fields. Alors, il a eu aussi beaucoup de prix, et il a été invité aussi 3 fois au Congrès international des mathématiciens, ce qui est assez rare. Une première fois à Stockholm en 1962 pour raconter le résultat dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc ça ne s'appelait pas système dynamique, en maths appliquées. Une deuxième fois dans un domaine des mathématiques tout à fait différent, qui est l'analyse complexe. Et une dernière fois pour faire une conférence plénière sur sa vision des systèmes dynamiques. Il a eu énormément d'étudiants en thèse, 24. Alors j'ai mis en rouge juste certains dont je suis plus proche, pour soit que j'ai étudié ce qu'ils ont fait, soit que je les ai rencontrés, mais qui sont en système dynamique. Ils ne sont pas tous en système dynamique. Et en particulier, là, il y a Håkan Eliasson qui travaille près d'ici sur la poursuite des théorèmes CAM. Charles Conley qui a travaillé sur les orbites périodiques de la Lune. Et un de ses élèves, qui n'avait pas fait une thèse en système dynamique, parle de son grand spectre scientifique. Donc Paul Rabinowitz dit de lui, c'est une de ces rares personnes qui avait le don, une de ces rares personnes qui avait le don de voir les mathématiques dans leur ensemble. Moser était attentif à leur relation avec d'autres sciences. Ses recherches ont eu un profond impact à la fois sur les mathématiques, l'astronomie et la physique. Il a eu des contributions importantes à de nombreuses questions en système dynamique et mécanique céleste, équations aux dérivées partielles, analyse fonctionnelle, géométrie, etc. Et puis, les mathématiciens contemporains Hasselblad et Katok, qui ne sont pas des étudiants de Moser, qui sont connus en particulier parce qu'ils ont écrit une énorme Bible en système dynamique, donc parlent de sa façon de faire les maths et de les transmettre, donc sa façon d'aborder les problèmes. Donc, dans ses travaux, il avait pour habitude de chercher la sagesse plutôt que tout simplement la connaissance. Par conséquent, il mit l'accent sur le développement des méthodes et des idées au lieu de vouloir à tout prix chercher un résultat spécifique. Moser avait une vaste connaissance du travail de ses prédécesseurs et savait toujours leur rendre crédit. Il allait au fond des preuves et décrivait souvent ses propres résultats comme des méthodes plutôt que des théorèmes. Alors, ça c'est tout à fait vrai, et il y avait une certaine modestie. Ceci influença aussi sa façon d'exposer. Dans ses articles, il ajoutait parfois des hypothèses non nécessaires mais simplificatrices afin d'être clair et de mettre en avant les idées essentielles. Et effectivement, la version de son fameux théorème de la courbe invariante, dont je parlerai un petit peu plus tard, demande qu'une certaine fonction soit 333 fois dérivable. Alors maintenant, on sait descendre beaucoup plus bas.
Alors maintenant, je vais un petit peu parler de l'article, puisque c'est plutôt de ça dont on va parler. Donc c'est un article qui est issu d'une conférence que Jürgen Moser a donnée à Zurich, pas quand il y était. Il avait été invité à donner une série de 3 conférences Poly. Donc les conférences Poly, ce sont des conférences très prestigieuses qui ont lieu une fois par an, alternativement en physique, mathématiques et biologie. Et donc en 1975, Moser donne une de ces conférences et le titre est « Est-ce que le système solaire est stable ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans un premier temps, on va dire, on se demande si le système solaire, c'est-à-dire le Soleil et ses 8 planètes, pour l'instant, va rester à peu près le même. Et en particulier, est-ce qu'on va pouvoir éviter les catastrophes du style une planète qui s'échappe du système solaire ou une collision entre 2 astres? Alors, depuis Newton, on connaît des équations qui régissent le mouvement des planètes. Et même avant, au temps de Kepler, on savait que le mouvement des planètes, les trajectoires ressemblaient à des ellipses. Donc, on va dire, en première approximation, les planètes parcourent des ellipses, et je vais expliquer un petit peu mieux ce que ça veut dire. Donc ça, comment dire, quand il n'y a pas de force, vous savez que le mouvement est rectiligne. Après, Newton permet de montrer que quand on a 2 corps, la force de la gravitation universelle fait que les 2 corps, donc un soleil et une planète, la planète va parcourir une ellipse. Disons qu'en première approximation, on va dire que le soleil ne bouge pas, ce qui veut dire quelque chose. Alors, l'orbite est donc périodique. Elle parcourt cette courbe fermée qui est une ellipse. Pardon. Donc, pour repérer un point, c'est-à-dire la place de la planète sur l'ellipse, il suffit d'une coordonnée angulaire. Et puis, on a une période. Alors, la période peut changer suivant la planète qu'on regarde. Alors, on rajoute un corps, mais on va faire une hypothèse. Alors, c'est pour ça que je ne les ai pas représentés tous les 2 autour du Soleil. On va supposer que, oui, c'est vrai qu'il y a cette force d'attraction entre la première planète et le Soleil. Il y a une force d'attraction entre le même Soleil, même si je l'ai représenté à côté, et la deuxième planète, la planète verte. Mais on suppose que les planètes ne s'attirent pas mutuellement, ce qui n'est pas vraiment la réalité. Et les mathématiciens, pour faire ça, ils supposent que les planètes sont de masse nulle. Bon, c'est une première approximation. Alors dans ce cas, pour repérer la position des 2 planètes en même temps, il faut 2 coordonnées angulaires. Et ces 2 coordonnées angulaires, on les représente sur ce qui s'appelle un tore, donc c'est une espèce de pneu. Il y a une première coordonnée angulaire qui fait le tour comme ça, et une deuxième qui est plutôt dans la tranche. Et quand les 2 planètes tournent, on a une trajectoire qui tourne autour du tore, comme ceci. Alors, quand il n'y avait que 2 corps, on avait toutes les trajectoires qui étaient suivant des courbes. Là, quand on a 3 corps et qu'on fait certaines hypothèses, toutes les trajectoires sont suivant des tores. Alors, c'est ce qu'on appelle des mouvements
complètement intégrable, hein, quand on arrive à mettre toutes les trajectoires sur des tores, et vous remarquerez que dans ce cas, tous les mouvements sont bornés en un certain sens. Hein. Alors, ces mouvements sur les tores, il peut se passer plusieurs choses, suivant que les rapports des périodes, des deux périodes des deux corps, sont rationnels ou non. Si le rapport des périodes est rationnel, on va voir que la courbe rouge va se refermer. On a une orbite périodique sur le tore. Si le rapport des deux périodes n'est pas rationnel, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que l'orbite va remplir en un certain sens tout le tore. Hein, on ne va plus rien voir. Au bout d'un moment, il y aura du rouge partout. Alors, quand le rapport des périodes est rationnel, on a ce qui s'appelle un phénomène de résonance. Et il y a d'autres cas où il y a des phénomènes de résonance. Alors, il y a un exemple assez classique, c'est l'exemple de la balançoire. Donc, vous faites de la balançoire, vous balancez avec une certaine période, et il y a quelqu'un de mal intentionné qui remue la branche avec une certaine période. Et il peut se passer plusieurs phénomènes, et quand vous avez ce phénomène de résonance, il peut se faire que la personne qui se balance va être déséquilibrée. Alors en fait, c'est pas si simple. Il y a plein de résonances, par exemple en mécanique céleste, hein, c'est-à-dire des périodes, le rapport de deux périodes qui est rationnel, par exemple, et ça ne génère pas toujours de l'instabilité. Hein. En fait, l'idée, c'est que quand il y a des résonances, on arrive à un état assez neutre où on peut avoir soit de la stabilité, soit de l'instabilité. En tout cas, ça amène une certaine complexité. Alors, pour revenir au problème de la stabilité du système solaire, donc maintenant, on sait que les planètes s'attirent entre elles. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, donc j'ai dit, elles ne s'attirent pas. Donc là, on a en fait 8 orbites périodiques, 8 ellipses, comme s'il y avait 8 oscillateurs indépendants. Et puis maintenant, on tient compte de forces en plus. Pardon. Et ces forces vont faire que la forme des trajectoires va changer. Et en fait, on a l'habitude d'écrire ces formes comme une somme infinie de termes, des perturbations. Et par exemple, Lagrange et Poisson ou Laplace ont essayé de tenir compte de ces perturbations. Et donc, ont obtenu quelque chose qui ressemble plus aux solutions, hein, en ne considérant que les premières perturbations. Le problème, c'est que on ne tient pas compte de tous les termes de la perturbation, donc on obtient des résultats de stabilité en temps long, qui disent on ne va pas trop s'éloigner de ce qui se passait dans le système où on ne tenait pas compte des interactions, mais qui n'est pas valable pour tous les temps. Il y a une limite. Hein. Alors c'est pour ça que Moser introduit le vrai problème dont on va parler, qui n'est pas le problème de la réalité, hein, qui est le problème idéal du mathématicien, mais dont on verra que, bon, c'est vrai que c'est un problème idéal, mais finalement il permet de montrer des résultats très forts et il s'applique à d'autres choses que juste le problème de la stabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on oublie toutes les perturbations autres que celles liées à la gravitation, donc les vents solaires, la relativité, des choses qui existent quand même. Ensuite, on suppose que les planètes sont des points, et le Soleil aussi, hein, il n'y a pas de volume. Ils ont une certaine masse, mais en tout cas, donc pour entrer en collision, il y a très peu de chances qu'ils rentrent en collision. Hein. Ensuite, quelque chose qui est peut-être pas complètement conforme à la réalité, hein, on suppose qu'il y a un gros corps et n-1 corps qui sont tout petits, mais vraiment très très petits.
Donc tout ça, c'est des restrictions, hein. On perd des tas de choses par rapport à la réalité, mais par contre, là où on est beaucoup plus exigeant, c'est qu'on veut savoir ce qui se passe pour toute l'éternité, c'est-à-dire la stabilité pour tous les temps. Alors j'ai juste écrit des équations, c'est le seul slide où il y a des équations, juste pour donner une idée d'une chose qui apparaît dans la théorie CAM. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a un système où le Soleil a une grosse masse. Alors les mathématiciens aiment bien prendre 1 comme masse, hein, voilà la grosse masse. Et puis d'autres planètes, d'autres corps qui ont une masse toute petite, de l'ordre de mu, on va dire. Et ce qu'on va faire, c'est essayer d'écrire la position des corps comme une somme de termes, une somme infinie. C'est pour ça qu'il y a des points de suspension, avec un premier terme qui est une constante, puis un deuxième terme qui est de l'ordre de mu, troisième terme de l'ordre de mu carré, etc., etc., hein, donc de plus en plus petit. Et ce que fait, alors c'est Bolin qui a introduit ces séries à la fin du 19e siècle, hein, qui ont été reprises par Poincaré, les formules que viennent des méthodes mathématiques de la mécanique céleste de Poincaré. Donc on cherche des solutions, finalement, comme on est en train de perturber un système où les solutions étaient sur des tores, ben on cherche encore des solutions qui sont sur des tores. Donc on injecte dans une équation et on trouve des solutions qui sont encore des séries. Alors ce sigma, ce signe sigma, ça veut dire somme infinie. Bon. Et ce que je veux dire, c'est que dans cette somme infinie, il y a un dénominateur ici. M1, N1 plus M2, N2 plus Mn, Nn. Qu'est-ce que c'est que ce dénominateur? Les Mj, c'est des entiers. Nous sommes sur tous les entiers possibles. Et les Ni, c'est les fréquences. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des résonances, le dénominateur peut s'annuler. Et donc on a un problème. Donc on voit réapparaître les résonances. Et l'autre chose, c'est que même s'il n'y a pas de résonance, le dénominateur, il peut être très petit. Donc c'est ce qu'on appelle le problème des petits diviseurs. Quand on divise par quelque chose de très petit, on a quelque chose de très grand. Donc la série peut avoir du mal à converger. Sauf si, évidemment, ce qu'il y avait au numérateur était encore plus petit. Donc ça, c'était un problème que les mathématiciens et les astronomes connaissaient bien, hein, ils ne savaient pas résoudre. Problème des petits diviseurs. Alors, maintenant, je vais faire une petite excursion dans le monde du billard extérieur, ce que fait Jürgen Moser, qui est, alors chez ces équations, le problème de n-corps, qui sont compliquées, donc je vais expliquer un problème plus simple pour faire comprendre mon théorème, le théorème de la courbe invariante, dans un cadre plus simple. Donc là, ce qu'on regarde, c'est un système dynamique en temps discret, contrairement à la mécanique céleste où on regarde pour tous les temps réels ce qui se passe. Quand on joue au billard, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au premier coup, au deuxième coup, au troisième coup, et pas l'heure à laquelle on a tiré les coups. Donc là, on joue au billard extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un ovale, qui est une table. On part d'une position 1, on choisit une des deux tangentes à l'ovale. Alors, il y a des cas où c'est un petit peu ambigu, quand l'ovale a des bouts de segments dans son bord, mais là, on a un joli ovale. Donc, on trace une des tangentes à l'ovale, et puis on continue de la même distance jusqu'au point 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une orbite. Et puis au point 2, on refait la même chose, on trace la tangente, et on reporte la même distance, etc. Voilà.
Et ça, c'est ce qui s'appelle le billard extérieur, et on se pose le problème de la stabilité. Donc le problème de la stabilité, c'est est-ce que les orbites vont aller à l'infini? Est-ce qu'elles restent dans un domaine borné? Et alors il y a un cas, je ne sais pas si vous voyez, il y a un cas de forme de table où c'est assez clair que les orbites vont être bornées. Donc ce cas, c'est quand la table de billard est circulaire. C'est assez facile de voir que quand la table est circulaire, eh bien, toutes les orbites sont sur des cercles, donc sont bornées. Après, on peut en déduire assez facilement la même chose pour les ellipses. Alors pour ceux qui savent, on transforme cette image en celle-là en utilisant une application affine. Et d'ailleurs, on conjecture que ce sont les seuls billards où toutes les orbites sont sur des courbes invariantes, donc encore un cas qu'on appelle intégrable. Alors, ce que montre Moser, c'est que si la table de billard est assez lisse, c'est-à-dire si le bord de la table a assez de dérivés, il y a toujours plein de courbes invariantes qui coincent les orbites, et donc toutes les orbites sont bornées. Et la façon de démontrer ça, donc vous avez compris qu'on part au début du cas intégrable et on perturbe. La façon qu'il a de montrer ça, c'est de dire que quand on est très loin de la table de billard, c'est un peu comme si on perturbait un cas intégrable. Et son théorème nous dit qu'alors il y a des courbes invariantes. Alors après, il y a d'autres formes de tables qui ne rentrent pas dans le cadre d'application de Moser, c'est les tables qui ne sont pas très régulières. Par exemple, celles qui ont des coins. Alors ça ne rentre pas du tout dans ce qu'a étudié Moser, mais il en parle quand même. Alors le cas très dégénéré, c'est le cas où on fait du billard extérieur autour d'un segment. Alors là, c'est assez facile de voir qu'il n'y a aucune orbite qui est bornée parce que, en gros, on compose deux symétries centrales, on fait une translation. Par contre, de façon plus surprenante, pour le triangle, pour le carré, le triangle et l'hexagone régulier, eh bien, toutes les orbites sont périodiques. Et puis, plus récemment, des mathématiciens ont montré que pour cette forme de billard extérieur, il y a des orbites qui vont à l'infini. Bon, alors on va revenir sur le problème des n-corps. Et avant de poursuivre la lecture de l'article, je vais quand même remettre un petit peu dans le contexte la naissance du théorème de la courbe invariante. Donc je vous ai dit, on s'est arrêté, il y a des séries qui ont l'air de diverger, bon, ça a l'air compliqué, mais peut-être qu'elles convergent. Et donc, à la fin du XIXe siècle, le roi de Suède propose un prix à un mathématicien qui résoudra un problème. Alors, il y avait une liste de plusieurs problèmes, mais l'un des problèmes, c'est justement, dans un système planétaire, de décrire les solutions comme la somme d'une série qui converge, une série de fonctions connues, donc les positions des planètes. Alors, il y a toute une histoire attachée à ce prix, et je crois que Jean-Christophe Yoccoz avait fait un exposé là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après bien des péripéties, en fait, Poincaré n'arrive pas à montrer que ça converge, et même trouve des raisons pour lesquelles ça ne convergerait pas. Donc, il met en évidence alors ce sont des surfaces invariantes, mais là, il y a une tranche de surface qui sont très compliquées, tellement compliquées qu'il écrit « On sera frappé par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer.
Rien n'est plus propre à nous donner une idée de la complication du problème des trois corps et en général de tous les problèmes de dynamique où il n'y a pas d'intégrale uniforme et où les séries de Bolin divergent. Donc la situation est compliquée. Et donc, c'est la naissance des systèmes qu'on appelle maintenant chaotiques, dont je ne vais pas parler, dont Viviane Baladi avait parlé ici. Mais en tout cas, ça influe les recherches mathématiques sur les systèmes dynamiques pour la suite, où en fait on étudie plutôt les phénomènes d'instabilité, et on arrive même à se persuader que finalement, à part dans le cas complètement intégrable, il n'arrive que des phénomènes d'instabilité. Alors ceci jusqu'à 1954, où le mathématicien russe Kolmogorov va faire une annonce. Donc je vais lire l'annonce et expliquer très succinctement ce que ça veut dire. Donc ce que dit Kolmogorov, c'est sous des hypothèses générales de non-dégénérescence. Alors ça veut dire qu'il y a une quantité qui est non nulle. Beaucoup des tors invariants d'un système, alors les tors invariants, on a vu tout à l'heure qu'il y en avait quand on prenait 3 planètes et qu'on négligeait les interactions entre 2 planètes et le Soleil et qu'on négligeait les interactions entre les 2 planètes. Donc beaucoup des tors invariants d'un système analytique, alors analytique, ça implique en particulier que c'est indéfiniment différenciable, donc c'est très régulier, complètement intégrable, donc intégrable, persiste sous toute perturbation analytique assez petit. Donc on a un système intégrable où l'espace est rempli soit de courbes invariantes, soit de tors invariants, on perturbe et on obtient encore beaucoup de tors invariants. Pas que des tors invariants, ce qu'il dit, c'est beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'article, il y a juste une idée des preuves, il n'y a pas de preuves détaillées. Et à cette époque, Jürgen Moser est au MIT, on lui demande de faire une recension de l'article. Et il essaye de comprendre ce qu'il y a dans l'article, la démonstration surtout. Il écrit à Kolmogorov qui, la situation étant assez compliquée en URSS, ne répond pas, mais on ne sait pas s'il a reçu la lettre. Et finalement, essaye de faire lui-même une démonstration. Mais comme il n'arrive pas complètement dans le cas de Kolmogorov, il fait une démonstration dans un cadre un peu différent. C'est-à-dire qu'il suppose qu'il y a beaucoup de différenciabilité, mais on n'est pas dans le même cadre que Kolmogorov. Il suit les idées de Kolmogorov, mais il ajoute des ingrédients. Et finalement, en 1962, il publie la première démonstration, mais dans le cadre différentiel d'un théorème dont l'énoncé du théorème de la courbe invariante a des hypothèses plus faibles que le théorème de Kolmogorov. Et il faut dire que c'est un peu un tour de force parce que Kolmogorov lui-même pensait que ce n'était pas vrai dans le cas différentiable. Il croyait qu'il fallait vraiment ces hypothèses d'analycité pour montrer les théorèmes CAM. Et puis un an après, Arnold démontre le théorème, lui, de Kolmogorov. Et le théorème qu'il donne, lui, peut s'appliquer au problème des n-corps, qui n'était pas le cas du théorème de Moser. Et c'est pour ça que ces fameux théorèmes s'appellent les théorèmes CAM, Kolmogorov, Arnold et Moser, maintenant, donc théorème de stabilité. Alors, on va un petit peu revenir sur l'énoncé. Donc, l'énoncé, c'est beaucoup de tors invariants. Donc, attention, ce n'est pas tout l'espace qui est rempli de tors invariantes et donc d'orbites bornées. Il y a de l'instabilité aussi. Les deux cohabitent.
Voilà, je vais vous montrer un dessin. Donc là, on a un dessin, alors ce n'est pas le problème des N-Core, c'est une application où on voit apparaître des courbes invariantes. Donc on a perturbé quelque chose où il n'y avait que des courbes invariantes, complètement intégrables. On a des courbes invariantes, mais on a aussi des zones, alors les zones vertes, vous voyez, sont remplies par, en gros, une orbite, donc des zones chaotiques. Et donc, si on revient au problème des N-Core, ce que ça veut dire, c'est que les séries que j'avais écrites tout à l'heure, donc ces sommes infinies, elles convergent pour certaines conditions initiales. Donc, des fois, il y a de la stabilité, donc pour certains choix de fréquence, et elles divergent pour d'autres. Mais par contre, au moins quand on est proche du cas intégrable, il y a plus de stabilité que d'instabilité. Alors il faut pouvoir compter, il faut avoir quelque chose qui permet de mesurer des ensembles, une mesure par exemple. Et donc on a un nouveau concept de stabilité qui nous dit, voilà, il y a beaucoup d'orbites qui sont stables, mais pas toutes. Alors sur ce dessin, je vais revenir un peu après sur un dessin un petit peu analogue. Il y a d'autres choses que du chaos et des courbes invariantes, que de l'instabilité et de la stabilité. Alors Moser commente le résultat et l'importance du résultat dans son article. Alors la première chose dont on a déjà parlé, c'est que c'est un résultat qui est valable pour tous les temps. On n'est pas en train de dire, voilà, pendant 1 million d'années, on va rester dans une configuration proche de la configuration actuelle. Donc c'est un résultat qui a des sens absolument différentes de ce que donne un calcul numérique avec un ordinateur. Ensuite, l'importance du résultat, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que après le résultat de Poincaré sur la complexité de ces surfaces invariantes et le fait que les séries devaient diverger, on a fait beaucoup de recherches sur le chaos et finalement on croyait que beaucoup de systèmes, au moins les systèmes réels, étaient instables, alors ce qu'on appelle ergodiques. Et là, on a un exemple issu de la réalité où il y a de la stabilité. Donc ça met à plat cette croyance. Et enfin, les théorèmes CAM, ils ne s'appliquent pas juste au système planétaire. Donc ça, c'est évidemment quand on fait une théorie, vous voyez, au début, on avait le système planétaire, et puis on est sorti de ce cadre. On a parlé de système intégrable et de perturbé. Ça s'applique à des tas d'autres cadres que le système planétaire. Et par exemple, si on regarde les accélérateurs de particules, on a besoin de savoir si, à cause des perturbations de l'environnement, les orbites vont vraiment être accélérées et ne vont pas être déviées de leur trajectoire. Et si on ramène tout à l'échelle du système solaire, il faudrait faire des calculs insurmontables. C'est pour ça que l'argument théorique des théorèmes CAM, il est important pour justifier ce genre de technologie. Et pour revenir à la question initiale, est-ce que le système solaire est stable? Alors on n'y a pas répondu parce que c'était un système absolument idéal, un système mathématique, mais ça a donné lieu à des tas de résultats qui s'appliquent à d'autres choses. Et puis, ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que dans le prolongement de ces travaux, il y a d'autres choses qui sont arrivées.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, déjà, il y a des gens qui travaillent toujours sur les théorèmes CAM, qui démontrent des versions avec des hypothèses plus faibles. Et puis, après la théorie CAM, dans les années 80, il y a un physicien français, Aubry, et un mathématicien anglais, Mazur, qui ont découvert des ensembles. Alors, j'ai eu un petit problème avec l'illustration, ça faisait tout bugger, alors c'est pour ça que la définition, du coup, est mauvaise. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des courbes invariantes, ce sont des courbes avec des trous. Voilà. Donc, Aubry et Mazur ont mis en évidence des ensembles qui sont les fantômes des courbes invariantes, qui sont ce qu'on appelle des ensembles de Cantor, mais des courbes avec plein de trous au milieu, et qui sont quand même invariantes dans beaucoup de dynamiques. Et l'avantage de ces ensembles, c'est que ça existe même quand on n'est pas proche d'un cadre intégrable. Alors ça, c'était dans les années 80. Et dans les années 90, en passant à la dimension supérieure, donc plusieurs mathématiciens ont introduit ce qui s'appelle la théorie CAM faible. Donc ce qu'on peut penser, c'est que les théorèmes CAM sont les théorèmes CAM forts. Et il y a aussi des gens qui travaillent sur les théorèmes CAM faibles, donc qui mettent en évidence des ensembles invariants qui ne sont plus des tores ou des courbes, c'est des choses avec des trous, des choses qui peuvent être discontinus, qui peuvent être irréguliers. Et donc moi-même, je travaille dans ce domaine, donc c'est pour ça que aussi ce genre de résultats a influencé les mathématiques actuelles. Voilà. Et pour finir, je vais donner quelques textes qui m'ont inspiré, autres que ceux que j'ai donnés dans la première liste bibliographique. Donc un texte de François Béguin, qui est sur sa page web, de Jacques Féjoz, et puis un texte qui reprend un peu tous les textes qui ont été écrits sur Moser par son élève Rabinovitch. Voilà. Il y a des questions, des micros, vraiment parmi les jeunes, aux priorités. Allez-y, ne soyez pas timide. Le plus difficile, c'est de poser la première question, en général. Alors, Martin, tu commences. On a pris un jeune pour poser la première question. Tu as dit il y a des trucs peut-être plus importants que la question de la stabilité du système solaire. Mais enfin, quand même, la stabilité du système solaire, c'est la question de la fin du monde. Donc, c'est quand même pas si inimportant que ça. Tout à fait, mais on n'y répond pas. On y répond dans un monde idéal. En fait, même les masses des planètes sont pas, enfin, dans la théorie CAM, ne correspondent pas aux masses vraiment de nos planètes. Oui, je suis d'accord que c'est important. Maintenant, c'est important, mais maintenant, est-ce que vraiment on se soucie de ce qui va se passer dans 1 million d'années, dans cette optique-là? C'est quoi? Mais justement, quelle est l'échelle de temps de ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est-à-dire quelle est l'échelle de temps de ce qu'on sait sur la stabilité du système solaire? Cette question, en effet, apparemment, on n'est pas menacé demain de la fin du monde, en tout cas pour des raisons de ce type-là. Apparemment, il y a peut-être d'autres raisons, mais... Alors, je pense qu'il y a des calculs qui ont été faits par Laskar qui montrent une instabilité, mais en fait uniquement sur des inclinaisons d'ellipse. Et alors, l'ordre de grandeur des calculs qui sont faits, en fait, je ne le connais pas, mais il est grand par rapport à notre vie, ça c'est clair. Mais en tenant compte de toutes ces perturbations, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un dans la salle qui sait, voilà. Laurent. Donc,
Non, juste pour répondre à la question, il s'agit évidemment de résultats numériques sans contrôle des restes, donc ça ne correspond pas du tout au cadre qui est ceux d'un théorème mathématique rigoureux. Enfin, évidemment, c'est quand même des résultats extrêmement importants, et ça concerne uniquement les planètes intérieures, c'est-à-dire il y a de l'instabilité pour Mercure et Mars, et principalement pour Mercure, où sur des temps de l'ordre de 100 millions d'années, on a une instabilité numérique avec des exposants de Lyapunov, enfin, une instabilité qui apparaît, donc typiquement sur 100 millions d'années, et avec des résultats statistiques où on prend plein de conditions initiales. Donc effectivement, c'est un modèle où on ne contrôle pas vraiment le reste, puisque c'est un résultat numérique. Par contre, on fait des expérimentations numériques avec plein de conditions initiales, donc on peut avoir une description un peu de la dynamique globale, et on peut calculer des probabilités d'avoir une trajectoire qui sort. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais des probabilités qui sont, je crois, de l'ordre de 10% ou quelque chose comme ça pour le cas de Mercure, par exemple, sur des temps au-delà de 100 millions d'années, en tout cas. Bon, sur les planètes les plus légères, et en aucun cas les planètes lourdes, et ni la Terre. Donc même les gens les plus jeunes ici ne sont pas menacés. Oui, j'ai pas bien compris ce que c'était qu'un système ergodique. On m'avait dit que le système ergodique, ça voulait dire qu'au bout d'un certain temps, qui peut être long, quand les équations sont comme les équations de Newton, on venait infiniment près des conditions initiales. Donc tout était stable. Enfin, je vois pas très bien ce que ça veut dire ergodique. D'accord. Un système ergodique, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'une orbite va, enfin presque toutes les orbites, disons, vont s'équirépartir un peu partout. Hein. Et il se trouve que les instabilités du style de celles découvertes par Poincaré, où il y a, alors je ne l'ai pas dit ça, mais il y a une direction qui est contractée, une direction qui est dilatée, ça crée de l'ergodicité. Donc ergodique, ça veut dire que si on part d'un petit bout de l'espace et qu'on suit le mouvement, eh ben, on va aller partout, et on va aller partout de façon un peu équirépartie. Je vais le dire comme ça. Mais on revient. Alors on va revenir, mais ça veut pas dire... Enfin, il y a des systèmes qui ne sont pas ergodiques où on revient par exemple sur le Thor. On revient toujours, soit qu'on soit périodique, soit qu'on ne soit pas périodique, on revient toujours près de sa position initiale, mais on ne remplit pas l'espace. Dans la notion d'ergodicité, il y a l'idée qu'on va aller partout. Une façon aussi de le dire, quand on prend la moyenne temporelle d'une fonction, c'est pareil que la moyenne dans l'espace. La moyenne suivant une orbite. Ça, c'est l'ergodicité. Donc une orbite a toute l'information de ce qui se passe. Question ? Moi, j'en ai une, sinon, mais... Alors, oui, moi j'avais une question. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus ce que sont donc ces tokamaks qui sont liés aux accélérateurs de particules, peut-être même d'où vient ce mot un peu bizarre. Alors, ça vient du russe, mais là, je ne saurais pas te dire quel mot de russe ça vient. Hein. Effectivement, ça a été créé en Russie. Et après ça, je ne suis pas du tout une spécialiste des tokamaks. Hein. Donc, je sais pas ce que... Non, mais disons, c'est quelque chose qui est lié aux accélérateurs de particules. Enfin, c'est des accélérateurs de particules, oui, tout à fait. Donc c'est un terme qui est utilisé par les physiciens, globalement, qui travaillent sur les accélérateurs de particules. À vrai dire, moi, je l'ai découvert en lisant l'article. Hein. Donc je ne sais pas si de nos jours c'est utilisé... donc c'est pas un terme récent, tu veux dire, c'est un terme qui... Non. D'accord, c'est ça que j'avais pas compris en fait. Okay. En
fait, ce sont des systèmes de confinement magnétique des électrons et des ions, avec pour but de faire la fusion contrôlée. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des instabilités qui font qu'il y a des particules, comme vous avez dit, qui viennent heurter les parois, et comme elles doivent être très chaudes pour faire de la fusion, celles qui bombardent les parois, elles sont perdues. Donc, pour faire la fusion, il faut que les particules restent ensemble sur des trajectoires pendant suffisamment longtemps. Je pense que c'est pour ça que dans les systèmes de confinement, on s'intéresse à ce genre de théorème. Oui, je voulais savoir justement pour les tokamaks, comme il s'agissait de créer un nouvel état de plasma, est-ce que vous pouvez appliquer le théorème Km fort ou les théorèmes Km faible? Parce que vous avez parlé des explosions de Lyapunov, et donc si on pouvait prévoir le confinement des électrons qui sont séparés des noyaux pour faire l'état de plasma, et si on pouvait appliquer justement ce qui s'applique pour le système solaire, pour les planètes intérieures, est-ce qu'on peut l'appliquer aussi pour les particules qui tournent justement dans les tokamaks, justement? Enfin, bon, je vais essayer de poser clairement ma question. Est-ce qu'on peut appliquer le théorème Km du système solaire? Est-ce qu'on peut l'appliquer aussi au confinement dans les plasmas, pour essayer justement de voir les trajectoires qui sont stables et les trajectoires qui sont chaotiques? En fait, c'est ça. En fait, on a une boîte qui est le théorème Km qui s'applique à différents cadres. D'ailleurs, je devrais ajouter, il y a de toute façon des particules qui vont quand même partir sur les parois, puisque c'est un théorème de stabilité pour la majorité des orbites, on va dire, mais pas toutes. Donc oui, c'est la grande force des théorèmes mathématiques, c'est que ça s'applique, ça donne une justification théorique. Je ne dis pas que ça va... Voilà, ça justifie le fait qu'il est raisonnable de faire ce genre de construction en espérant qu'il ne va pas y avoir trop de particules qui vont heurter les parois. Oui. Donc on peut dire qu'il y a un ensemble dense d'orbites stables alors, périodiques? Oui, alors moi je ne connais pas non plus tous les paramètres, mais effectivement ça serait ça, c'est un ensemble même de mesures importantes. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions. Bonjour. La première question, c'est tout à l'heure quand vous parlez d'instabilité, vous utilisez le tore pour nous présenter l'instabilité. Ça, c'est un type de trajet possible autour d'un tore. Et dans le texte, vous avez dit aussi qu'il y a une sorte de pneu multidimensionnel. Ouais. Ça, je n'ai pas compris. Alors, ah oui. Pardon. Oui. Ça, c'est la première question. Oui. Je vais répondre à la première question. Donc, vous êtes d'accord que le tore, ça ressemble à un pneu, Après, il faut... Quand on a, par exemple, 3 planètes et le Soleil, on a 3 coordonnées angulaires pour repérer les 3 planètes. Et donc, il faut imaginer non pas un tore où il y a 2 coordonnées angulaires, mais 3. Donc, ça serait un tore de dimension 3 qu'on ne pourrait pas représenter dans l'espace de dimension 3. Donc, c'est l'analogue du pneu, mais en dimension plus grande. Donc, simplement, il faut penser que pour se repérer sur cet ensemble qu'on a peut-être du mal à se représenter, il faut 3 coordonnées angulaires. Puis après, 4 coordonnées angulaires. Et pour les 8 planètes, il faut 8 coordonnées angulaires. Donc, un tore de dimension 8, bien sûr, je ne saurais pas représenter. Merci. La deuxième question, c'est si je me souviens bien, dans votre slide, vous avez dit que le théorème de Km, le théorème de Moser n'applique qu'au système solaire. Mais comme c'est un modèle mathématique idéal, donc on ne peut pas appliquer directement pour prédire le déroulement du système solaire. Et
Je veux dire, à votre avis, quel domaine de science on doit encore intégrer dans le théorème de Moser pour pouvoir mieux décrire le fonctionnement du système solaire? Alors déjà, il y a juste une chose, quand j'ai dit le théorème CAM ne s'applique pas au problème des n-corps, c'était le problème déjà idéal. Et effectivement, c'est plutôt la version de Kolmogorov qui s'applique. Mais effectivement, il faut, enfin, pour le problème physique, il faut, enfin, c'est un petit peu, je pense, que fait Laskar. Il faut tenir compte, je pense, de beaucoup d'autres paramètres. Il faut des physiciens dessus. Et c'est, enfin, mais maintenant, je pense que ça sort du domaine de CAM quand il y a trop, enfin. Déjà, si les masses sont assez grosses, je pense qu'on sort du domaine d'application des théorèmes CAM. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment trouver un théorème de stabilité du même style, en temps infini, pour le vrai problème, si on sait vraiment dire ce que c'est que le vrai problème, en fait, parce qu'il y a tellement de paramètres. Peut-être un problème moins idéal, tenant compte de plus de perturbations, mais... La question est ouverte. Merci. Bonsoir, merci pour votre exposé. Donc vous avez présenté le théorème CAM et des applications à propos du système solaire, la stabilité du système solaire et pour les accélérateurs de particules. Est-ce que vous avez en tête d'autres applications du théorème CAM dans le domaine des sciences ? Des sciences. Enfin, ce qui se passe, c'est que... Alors, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais les théorèmes CAM, en fait, ils s'appliquent dès qu'on a un modèle mathématique. Alors, j'ai parlé de complète intégrabilité, mais il y a d'autres cas où ça s'applique. Dans tous les systèmes conservatifs, donc où il y a plus ou moins une préservation d'énergie, donc il arrive qu'il y ait des orbites périodiques. Je pense que tout le monde, même si on ne sait pas dans quel cadre on est, voit ce que c'est qu'une orbite périodique. Hein. Et disons qu'il y a deux types d'orbites périodiques, pour être un peu schématique. Il y a des orbites qui sont assez instables. Quand on part près de l'orbite, on risque d'aller très loin, enfin d'aller loin. Et puis il y a des orbites stables, c'est un autre type. Et justement, elles sont stables. Ça, c'est donné par le théorème de Moser. Enfin, les théorèmes K, pardon. Ça décrit ce qui se passe au voisinage de tas d'orbites périodiques. Donc, par exemple, alors ça peut être des exemples issus de l'astronomie, pas forcément le problème des n-corps, mais dire qu'au voisinage, que dans certaines zones autour d'une planète, il va y avoir des satellites et que ça reste stablement, ce genre de choses. Après, il y a sûrement d'autres applications, mais là, enfin, je veux dire, dès qu'il y a des orbites périodiques, on peut trouver des applications. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît des applications spécifiques. Oui, il doit y avoir des systèmes qui viennent de DP, mais là, je ne les ai pas en tête, effectivement. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris la relation entre le billard extérieur et le problème des n-corps, s'il y en a une. Alors, c'est juste une illustration. Alors, voilà. Donc, je vais revenir. L'idée, c'est juste de donner un autre exemple d'application des théorèmes CAM et un exemple qui, alors peut-être vous ne trouvez pas plus simple, mais qu'on peut penser plus simple parce que d'abord c'est en dimension 2, ensuite c'est en temps discret. Et le résultat que j'ai donné pour ces orbites, il y a des orbites, c'est aussi une application du théorème de Moser de la courbe invariante.
Donc c'est ça le lien. Mais c'est effectivement, ça ne s'applique pas directement au problème des N-corps, hein, c'est juste une autre façon d'aborder le résultat et de montrer de la stabilité pour un problème. D'autres questions ? Une fois, 2 fois, 3 fois. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut encore remercier Marie-Claude Arnaud. Merci. Encore une fois aussi remercier la BNF et je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence de ce cycle qui sera donnée par Dominique Barbolosi. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous.